chers amis, on a quand même une chance, nous, les Normands, cher Valérie, on a quand même une chance incroyable. C'est qu'on peut avoir des paysages verdoyants, magnifiques, avec un soleil de plomb durant tout l'été. C'est tout de même incroyable la chance que la planète nous ait donnée de pouvoir bénéficier de ce soleil permanent avec cet environnement comme on en rêve tous et comme de plus en plus, ma chère Valérie, on en rêve. Parce que je profite pour te dire que, et on en est heureux, que la Normandie accueille de plus en plus de franciliens qui, au lendemain du Covid, ont décidé de s'installer dans la plus belle des régions françaises. J'ai dit tout à l'heure à un chef d'entreprise dont le siège social est à Paris qu'il fallait qu'il arrive immédiatement et presto en Normandie, parce que son avenir était chez nous. Et nous le disons aussi aux franciliens qui ont, après le Covid, découvert ce que pouvait être la qualité de vie, des espaces. Et donc, en clair, Valérie, aujourd'hui, on a toute une série d'écoles et de collèges. Je crois que le plus bel exemple étant le département de l'Orne, qui m'avait dit Christophe de Balleur, le président du département. Je le dis sous le contrôle de Jean-Claude Lenoir, parce qu'il continue à porter la destinée de l'ensemble du département. Il le sait plus encore dans le Perche qu'ailleurs, c'est que on était avec des réductions d'effectifs très sensibles à la rentrée scolaire de 2021, puisqu'on devait perdre aux alentours de 300 élèves et qu'au bout du compte, on a eu 150 à 200 élèves de plus. Ça veut dire qu'il y a un différentiel considérable. Et quand tu es ici, c'est la même histoire. Le rectorat m'expliquait que le collège de Cormeilles avait un avenir très réduit parce qu'avec une démographie qui était chancelante, et nous connaissons exactement l'inverse. Et donc la première proposition que je te fais, ça sera directement dans le droit fil de ce que nous a fait Emmanuel Macron à Marseille, c'est que comme nous sommes obligés de financer des extensions, des rénovations de lycées, de collèges et d'écoles, que le budget de l'Île-de-France nous paie ces rénovations, puisque ce sont des franciliens qui sont arrivés. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et donc, tu as bien fait de venir, tu n'es pas venu pour rien. Mes chers amis, vous dire le plaisir, par ailleurs, de nous retrouver tous ensemble, de nous retrouver après ces élections régionales qu'on vous doit beaucoup. Je pense aux jeunes conquérants qui sont là, qui ont été formidables durant la campagne. On avait un groupe d'une 50aine de jeunes absolument extraordinaires. Souvent, on dit qu'on n'arrive plus à intéresser les jeunes à la politique et au bout du compte, on a eu là un groupe qui a fait, un boulot gigantesque durant la campagne. Et donc, merci à eux et merci à vous toutes et à vous tous, parce que si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous avez dû voter pour nous. Et donc, merci d'être aussi présents et aussi nombreux aujourd'hui, puisqu'en tout, sur la totalité de la matinée, on avait 700 inscrits, Valérie. On n'a jamais eu un tel succès. Alors, j'imagine que c'est peut-être lié un peu à ta présence. Et vous dire que, voilà, cette élection régionale, elle a été pour nous, et j'ai aimé ce qu'a dit Thomas, parce que la presse n'a pas arrêté de nous dire sur cette élection régionale, ouais, finalement, vous avez gagné très largement, mais c'est qu'une demi-victoire parce qu'il y a eu un taux de participation très faible. Je reconnais que c'est un vrai sujet, c'est un vrai questionnement. Mais, et on en parlait avec Joël, qui nous a aidés. Alors Joël, on l'a dit tout à l'heure, mais je te le redis. Mais si, je veux le dire parce que... Si, c'est que tu as fait les marchés de Caen pendant 2 mois avec tous les colistiers et honnêtement, vraiment, tu as été d'une solidarité absolument exceptionnelle. Donc vraiment, Joël, merci 1000 fois encore pour ce que tu as pu faire. Vraiment.
on n'avait pas la même présence du maire du Havre sur... Bon. Celui de Rouen, c'est plus naturel, si tu veux. Clairement, et Joël, on partageait cette idée-là, c'est que certes, en effet, il y a une question de fond, mais au-delà, si on a une participation qui a été plus faible que la précédente élection, c'est d'une part parce que l'enjeu de la réunification n'était plus là, et que, globalement, nous l'avions réussi, et donc, en clair, il n'y avait pas de raison, désormais, de porter les fourches et les faux et de se dire on va contester ce qui a été fait. Et aussi parce que je crois qu'on a, pour beaucoup de nos compatriotes, des gens qui se sont dit bon, c'est pas ma famille politique, c'est pas forcément ce que je vote, mais comme ils ont fait le boulot, ben, au moins, je n'irai pas dans l'isoloir parce que je n'ai pas envie de voter pour eux parce que je ne vote pas pour eux, mais en même temps, je n'ai pas envie de voter pour quelqu'un d'autre parce que, au bout du compte, je trouve que l'équipe a plutôt fait le boulot. Et donc, merci pour votre soutien. Heureux de nous retrouver pour cette fête de la pomme qui, en effet, est une fête de la pomme un peu particulière, mais permettez-moi d'abord et avant tout de remercier Patricia et Jean-Yves Bourbonne qui nous accueillent chaque année à la fête de la pomme dans leur magnifique manoir. Il perpétue en cela Nicole Degrain, que vous avez connue, qui doit nous regarder de là-haut et qu'on aimait beaucoup. Et donc, Patricia, si vous me le permettez, nous aimerions vous offrir, au nom de la majorité conquérante, ce petit bouquet de fleurs. Voilà. Il a été fait à Épeigne, qui est une commune, ma chère Marie-Paul, qui porte que l'excellence. Et donc, quelques mots simplement. Comme vous le savez, et je vais en profiter pour évoquer quelques sujets régionaux. Comme vous le savez, j'ai fait un choix, puisqu'il a été annoncé dans la presse, qui est de soutenir Valérie pour cette campagne présidentielle, ou tout du moins pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Et je voudrais avec vous évoquer quelques sujets qui me semblent absolument prioritaires et stratégiques pour les prochaines années. Le premier sujet, je n'aborderai que 3 pour qu'on n'ait pas des discours trop longs. Le premier sujet qui est pour moi un sujet absolument clé, fondamental pour cette élection, c'est la question de l'école. Il n'y a pas plus important que l'école. Et on ne fera revivre le sens commun, le destin collectif que si on refonde l'école. Je disais ça tout à l'heure à un journaliste qui me posait la question, pourquoi vous soutenez Valérie Pécresse? J'évoquais donc cette question de l'école et je me souvenais d'une chose, c'est que j'ai appris dans les livres d'histoire que lorsque la démocratie et la République a voulu s'installer, elle est passée d'abord par l'école. On n'est pas loin du 4 septembre. Et la République, la Troisième République, s'est dit je vais installer et instaurer la France de demain, d'abord en faisant en sorte que l'école trouve sa place pour tous les jeunes Français. Eh bien, pour moi, ça doit être là une des priorités. Alors, on va en citer 10 000 des priorités, mais s'il y a bien un sujet stratégique pour notre pays, c'est celui-ci. Mesdames et messieurs, le premier contact d'un jeune Français avec la République, il se passe au moment même où il franchit le pas de porte de la classe maternelle. C'est ce premier moment-là qui va l'inscrire dans un schéma qui doit l'amener à devenir un citoyen conscient des enjeux. C'est le moyen pour faire en sorte que l'ascenseur social fonctionne. C'est le moyen pour que tous nos compatriotes aient le sentiment qu'on donne un avenir et qu'on lutte contre ce sentiment de déclassement social. C'est le moyen, bien entendu, de lutter contre le séparatisme et la gangrène du communautarisme. Et c'est le moyen, bien entendu, de faire prospérer un peuple de citoyens libres, éclairés et conscients des enjeux du XXIe siècle. Et donc, tout doit se faire autour de l'école. Et j'en profite pour le dire parce que nous l'évoquions avec Joël lors d'une conversation d'il y a quelques jours.
Et on se disait l'un et l'autre, oui, je suis désolé, mais j'ai beaucoup parlé avec Joël ces derniers temps, c'est pour ça que je le dis. Il y a tout de même pour nous, mesdames et messieurs, qui sommes un peuple épris d'égalité jusqu'à la moelle d'égalitarisme, c'est que nous sommes le pays dont le classement PISA démontre que nous mettons globalement autant d'argent que les autres dans le système éducatif avec des résultats globalement très moyens, sinon médiocres. Mais pire encore, le classement PISA, qui est donc produit chaque année par l'OCDE, démontre que nous avons un système excellentissime pour les plus favorisés et un système qui est extrêmement médiocre et mauvais pour les plus défavorisés. En clair, alors que l'école devrait réduire les inégalités, l'école les renforce. Et donc on crée toutes les conditions des maux de demain quand on a un tel système. Et donc j'ai pour moi le sentiment qu'il y a là un sujet clé et majeur. Et Valérie a eu au moins, quand nous étions au gouvernement ensemble, la vertu de faire une réforme dont tout le monde pensait qu'elle était impossible à faire, qui était ce qu'on appelait l'autonomie des universités. Personne ne l'a remise en cause, tout le monde au contraire a essayé de la faire progresser. Il y a encore du chemin à faire parce qu'on crée aussi les conditions de l'immobilisme par la construction des conseils d'administration de ces universités. Mais au bout du compte, on continue sur ce même chemin, un chemin dont on disait qu'il était impossible. Et donc, mesdames et messieurs, pour moi, l'école, c'est le sujet majeur et l'enjeu. Alors, le problème, c'est qu'avant d'avoir les résultats, il se passera 20 ans, parce que c'est les jeunes générations qui auront bénéficié d'un nouveau système et d'une école plus performante. On les verra, si je puis dire, dans la vie d'adulte que quelques décennies plus tard. Mais se joue là un enjeu stratégique. Et il passe, mesdames et messieurs, par toute une série de sujets. J'en cite quelques-uns, mais le premier, c'est d'abord et avant tout de réintroduire le respect et l'autorité, le respect des profs. Le respect des profs. Il passe, mesdames et messieurs, par la revalorisation du statut des enseignants. Parce que quand on est dans un pays, je sais que ça vous chagrine quand je dis ça à un certain nombre d'entre vous, mais quand on est dans un pays où on est sur des taux de chômage qui baissent très significativement, la question du recrutement des profs devient un sujet stratégique. Et vous savez peut-être que dans certaines formations, on recrute, on rend admissible des gens qui ont 5 à 6 de moyenne. Parce qu'on ne peut plus recruter des enseignants. Et on a encore plus de mal à les recruter quand il s'agit de quartiers difficiles. Et donc, clairement, quand on regarde la moyenne européenne, on constate que nos enseignants sont moins bien payés que les enseignants des autres pays européens. Si vous voulez redonner des perspectives, il faut à la fois revaloriser le statut des enseignants. Ce n'est pas qu'une revalorisation financière, c'est une revalorisation dans le respect. Et c'est bien sûr faire en sorte que derrière ça, on puisse bâtir un modèle où on donne plus d'autonomie à la communauté éducative en permettant l'expérimentation des solutions. J'ai entendu à Marseille le chef de l'État se prononcer là-dessus. J'aurais aimé qu'il le fasse au début de son mandat. Mais au bout du compte, c'est une des raisons qui, pour moi, me semble absolument clé dans le débat qui va s'installer. Et j'ai trouvé en Valérie quelqu'un qui correspondait à ce que j'avais envie d'entendre. Le second sujet, il ne vous échappera pas qu'il est temps de libérer les territoires. On l'a évoqué dans les 2 tables rondes, on ne les avait pas payés pour ça, pourtant, mais il n'y en a pas un qui n'a pas évoqué l'idée qu'une grande partie des solutions passaient par la libération des territoires, passaient par l'autonomie des collectivités, passaient par de nouveaux champs de compétences. Avec Guy, nous avons engagé, puisque ça faisait partie des promesses que nous avions effectuées, et comme on va essayer de faire ce qu'on avait fait il y a 6 ans, c'est-à-dire de tenir tous nos engagements, nous nous étions dit qu'il fallait qu'on s'engage sur les questions de santé. On a commencé à y travailler. La région a décidé d'y mettre beaucoup d'argent, autant que l'État.
230 millions d'euros pour l'État, 200 millions pour la région Normandie, pour améliorer l'offre de soins, pour moderniser nos hôpitaux, pour améliorer les conditions de travail, pour favoriser l'innovation, pour faire en sorte que le recours à la santé soit plus facile. Et il est clair que ce schéma-là, au lieu d'être un schéma porté par l'État, il devrait l'être par la région, dans un schéma qui a été décrit tout à l'heure. Autre sujet sur lequel nous devrions avoir la main, et complètement la main, qui est la question économique. Avec Sophie, on a réussi, je crois, à bâtir un modèle en région où jamais nous n'avons eu d'indicateurs économiques aussi bons. Jamais nous n'avons été sur les marches du podium quand c'était la Haute et la Basse Normandie. Nous y sommes sur bien des points. Et nous y sommes notamment parce qu'on a construit ce que les Allemands ont construit depuis des années, c'est-à-dire un écosystème régional. Alors avec des moyens, bien entendu, beaucoup plus faibles que ne peuvent avoir les Länder allemands, puisqu'on est dans un rapport de 1 à 10 entre la puissance financière des Länder sur les soutiens à l'économie et ce que peuvent faire les régions françaises. Mais au bout du compte, quand on crée un fonds d'investissement, comme nous l'avons fait et que nous sommes aujourd'hui dans le capital d'une bonne cinquantaine de boîtes, eh bien, on peut faire naître des pépites. Quand nous avons, à travers ARM, soutenu plus de 500 entreprises en difficulté et des entreprises qui aujourd'hui vont très bien, c'est parce que c'était à l'échelle régionale. Et quand, David, nous avons décidé de bâtir Normandie hydrolienne après l'abandon de l'État sur la question des énergies liées au courant marin, eh bien, on l'a créé avec une société écossaise à capitaux singapouriens qui était à l'époque la seule boîte capable de le faire, et nous l'avons fait parce que nous avions la capacité d'agir et d'agir à notre niveau sans passer par des interministériels infinis. Et au bout du compte, on a su bâtir un écosystème dont tout le monde s'accorde à reconnaître, compte tenu de l'engagement des milieux économiques durant notre campagne, on peut penser qu'on ne se trompait pas beaucoup, on a su bâtir un écosystème favorable. Et donc il faut que nous ayons à l'avenir la construction d'un capitalisme familial, et d'un capitalisme familial qui se fonde et s'appuie sur des régions qui ont la totalité des sujets sur l'économie. Comme, mesdames et messieurs, sur l'emploi. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, si on veut bien y réfléchir un instant, le principal frein à la croissance en France, ce sont les main-d'œuvre et la qualification. Toutes les boîtes cherchent du monde, ou presque. Nous avons dans la Manche des milliers d'emplois non pourvus. Alors on est en situation de plein emploi, mais tout de même dans les bassins d'emploi, cher Pascal, où la situation est moins favorable, eh bien la même difficulté existe. Alors j'ai eu il y a peu de temps Elisabeth Borne au téléphone, et elle me dit, président, parce qu'on ne se tutoie pas, président, non mais la plupart des membres du gouvernement ont plutôt tendance à se tutoyer, mais là, bon, on a un peu de passif. Président, voilà, le plan régional d'investissement des compétences se termine bientôt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour booster? On voit bien que c'est un problème. Je dis oui, c'est un problème. C'est un vrai sujet. Mais c'est un sujet qui passe par des sujets fondamentaux et clés que nous commençons à prendre en main, qui est la question de l'orientation, de la revalorisation des métiers, l'imaginaire sur toutes ces compétences et ces qualifications que les familles en général écartent pour leurs enfants. Je dis oui, et donc pour cela, il faut nous donner la main. Et en vérité, c'est extrêmement compliqué d'avoir la main parce que le rectorat nous aide, mais il y a des freins extrêmement puissants qui sont en œuvre. Et donc, en clair, il faut à la fois faire en sorte qu'on puisse amener les collaborateurs de Pôle emploi à être des acteurs de chaque jour lorsqu'on ouvre une formation. Parce que, mesdames et messieurs, le sujet aujourd'hui, ce n'est pas de financer l'ouverture de la formation, c'est de faire en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui rentrent dans ces formations. Et donc la question, c'est qu'il nous faut la compétence et le pilotage de l'emploi, non pas des règles sur les cotisations sociales, mais de l'emploi, c'est-à-dire la capacité, David, de conduire les collaborateurs de Pôle emploi directement, c'est-à-dire d'avoir la main, l'autorité, pour leur dire, voilà, il y a un problème dans la chaudronnerie industrielle à Saint-Lô, eh bien, faisons en sorte que nous puissions
piloter 20, 25 personnes vers ces formations-là. L'autre sujet, j'en profite pour le dire, parce que là, il est du champ national, c'est pas toujours facile à dire, mais mesdames et messieurs, il faut réintroduire la culture travail dans le pays. Et réintroduire la culture travail dans le pays, ça passe par toute une série de sujets qui sont d'abord dans la famille, bien entendu. Mais au-delà de ça, il y a au moins 2 choses qu'on peut faire. La première, c'est celle que tu proposes, c'est-à-dire augmenter les plus bas salaires en supprimant les cotisations sociales. Et surtout, mesdames et messieurs, si ça vous a échappé, en réintroduisant la prime d'activité dans le salaire et la baisse des cotisations sociales. On est quand même, nous, mesdames et messieurs, un pays de dingos. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut améliorer le salaire et la rémunération des plus bas salaires, mais au lieu de faire en sorte que ce soit sur la fiche de paie, on embauche des collaborateurs de la CAF pour le faire et verser une prime d'activité dont, au bout du compte, on oublie qu'elle est liée au fait qu'on travaille. Et donc, en clair, il faut, améliorer le salaire net sur les plus basses rémunérations. Et deuxièmement, je le dis, il va falloir un jour avoir le courage, et moi je n'ai pas cessé de le dire publiquement, de considérer que le régime d'indemnisation et d'assurance chômage mérite d'être revu pour inciter nos compatriotes à retrouver le chemin du boulot. C'est clair. Et donc, je ne vais pas plus loin sur la question de la décentralisation et des libertés locales, mais je voudrais simplement ajouter un point. Ce point-là, c'est, à mon avis, le point clé. C'est que la question de la décentralisation, c'est une question d'efficacité de l'action publique, c'est une question de rapidité de l'action publique, c'est une question d'innovation, d'expérimentation. C'est une question, d'abord et avant tout, démocratique, la question de la décentralisation. C'est comment faire participer nos citoyens à la décision publique. C'est d'abord cet enjeu-là, celui de la décentralisation. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nos compatriotes ne supportent plus l'idée d'un système complètement descendant avec un homme, une femme, quelques-uns qui décident de tout et pour tout. Et nos compatriotes veulent participer. Alors je sais que ça va vous déplaire, à chaque fois que je dis ça, on me dit tu ne devrais pas le dire, mais je le pense, donc je le dis, c'est que Ségolène Royal avait eu cette intuition-là avec sa fameuse France participative. C'est qu'elle avait compris que dans un monde où tout le monde, ou presque, allait jusqu'au bac, les gens n'accepteraient pas qu'il y ait quelques-uns, aussi intelligents qu'ils soient, qui décident pour eux. Et donc, en vérité, la décentralisation, c'est le moyen d'associer nos compatriotes à la décision, à faire en sorte de les emmener. Et donc, c'est une question absolument centrale pour cette élection-là. Pourquoi ? Parce que l'élection présidentielle, elle a le phénomène exactement inverse. Exactement inverse. Elle infantilise l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, elle infantilise parce qu'au bout du compte, il y a des candidats qui finissent par vous dire que globalement, tout va être rasé gratis et qu'ils vont réussir à tout. J'attends, mesdames et messieurs, le premier qui va dire dans peu de temps qu'il n'y aura plus personne, il n'y aura plus aucun pauvre dans la rue. À chaque élection présidentielle, on nous raconte cette même histoire. Je pense que d'ailleurs, quand les candidats le disent, ils le disent en le pensant que leur politique sera suffisamment efficace pour réussir cela. Mais au bout du compte, on finit par se dire que cette élection présidentielle, c'est un moyen simple de dire aux Français, vous nous donnez le pouvoir et après, surtout, vous ne vous occupez plus de rien. Sauf que ce système-là, ça ne peut pas marcher, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi, à chaque fois, on est tellement déçus. Ou un peu déçus. Ou beaucoup déçus. Mais, au bout du compte, suffisamment déçus pour qu'à chaque fois, celui qui est candidat, celui qui est en poste n'est même plus capable d'être candidat, soit celui qui est candidat est malheureusement battu quand je parle de celui qu'on a soutenu. Et donc, il faut qu'on sorte de ce schéma d'infantilisation qui procède de l'élection présidentielle, du fait qu'il y aurait une espèce d'homme providentiel qui réglerait tout.
et qu'on dise aux Français, vous allez prendre en main votre destin et vous allez le prendre notamment parce qu'on aura libéré les initiatives. Libérer les initiatives économiques, bien entendu, mais aussi libérer les territoires, l'autonomie locale. Bref, construire un modèle qui permet à chacun d'être en responsabilité. J'ajoute que c'est d'autant plus important pour la France que la France est un pays quand même très singulier politiquement parlant. C'est tout de même un pays où vous avez 40% des Français qui vous disent « ce système-là, j'en veux plus ». Quand vous êtes en Allemagne, tout le monde est pour l'économie sociale de marché. Tout le monde est pour le capitalisme rénant. Quand vous êtes en France, à chaque élection, vous avez 15 à 20% des Français qui vous disent « je suis d'extrême gauche, on change de modèle ». 15 à 20%, un Français sur 5. C'est énorme. Et de l'autre côté, vous avez, à l'extrême droite, 20% qui vous disent on va foutre le système par terre aussi. Donc quand vous arrivez à la tête de l'État, vous en avez 40% qui vous disent ton modèle, j'en veux pas. Et donc c'est extrêmement difficile de diriger ce pays, de gouverner ce pays, de bâtir ce pays sur l'avenir. Et donc il n'y a qu'une solution, quoi. Il n'y a pas qu'une solution. Il y a 36 solutions, il y a 36 moyens. Mais il y a au moins le premier, c'est de rassembler. Si vous ne rassemblez pas un minimum, j'avais eu cette discussion avec Nicolas Sarkozy, qui me disait, on me reproche d'avoir fait venir des gens de gauche dans mon gouvernement. Il me dit, mais si tu ne rassembles pas quand tu as gagné, comment tu arrives à transformer ? Et on l'a fait, mesdames et messieurs, dans nos élections municipales et régionales. On a ouvert nos listes. Je suis sûr que pour ta ville, Guy, je me suis même sûr, parce que je me souviens qu'il y avait des gens de gauche sur ta liste, et donc, Joël a rassemblé à Caen. Parce que c'est plus facile. Et nous avons eu cette règle-là de la majorité régionale qui a été de dire on aide tous les territoires, quelle que soit la couleur politique du territoire. N'est-ce pas, Jean-François ? À Dieppe, on a aidé autant qu'ailleurs. Bien, et donc il y a rassemblé. Il y a rassemblé et il y a ensuite construire un modèle politique dans lequel les Français prennent une partie de leur destin en main, et ça passe notamment par un vaste mouvement de régionalisation, de décentralisation et de liberté locale. Faire en sorte que le pays puisse respirer et bâtir son modèle. Et donc, pour moi, c'est un deuxième enjeu majeur. Le troisième que nous partageons avec Valérie, j'arrêterai là, c'est la question autour de l'environnement. C'est fou de penser que l'environnement n'est vécu que comme un système punitif, comme un système où on porte la décroissance. Et on l'a vu avec ce qu'a raconté Hubert tout à l'heure, c'est que l'environnement, c'est un formidable facteur de croissance si on le porte intelligemment. Ce que nous sommes en train de bâtir, Sophie, sur l'hydrogène, c'est énorme. Ce que nous allons bientôt proposer, Île-de-France et Normandie sur la vallée de la Seine, c'est, je crois, stratégique pour développer des projets industriels ou soutenir des projets industriels de plusieurs milliards d'euros. Ce qui est en train de se passer sur l'économie circulaire est absolument gigantesque. On voit des milliers d'emplois créés autour du recyclage, mais pas des emplois subventionnés, des emplois purs et durs. J'ai cette semaine un dîner avec un très grand patron d'une multinationale dont je tairai le nom, pour un projet industriel en France, peut-être en Normandie, qui est un projet qui se chiffre en milliards. Et donc on a des projets autour de l'environnement qui sont gigantesques. Et je suis heureux qu'on ait fait cette table ronde qui démontre qu'il y a un potentiel gigantesque autour de ça. Il y a le rétrofit des véhicules, avec un potentiel de développement. Il y a tout ce qui tourne autour de l'hydrogène, on l'a évoqué. Tout ce qui tourne autour des énergies marines renouvelables, mais j'en profite pour dire que sur les énergies marines renouvelables, j'ai tout de même un certain nombre de questions. Quand j'écoute les pêcheurs, honnêtement, j'ai quand même parfois un certain nombre d'interrogations. Donc je serais heureux d'avoir avec vous, parce que, bon. Et donc, ce qu'on a autour de l'environnement, c'est aussi autour du nucléaire, ça a été dit.
Si on veut lutter contre le réchauffement climatique au XXIe siècle, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir du nucléaire. Je rappelle que le bilan carbone, pour une fois qu'il est positif, le bilan carbone entre la France et l'Allemagne, c'est un rapport de 1 à 10. Un rapport de 1 à 10. Ce sont les chiffres. Et donc, en clair, moi, l'idée d'avoir encore une partie d'électricité que j'ai importée de Pologne parce que fournie à travers le charbon, ce n'est pas quelque chose qui me réjouit. Et donc, je considère que si on veut continuer à faire en sorte que nous puissions avoir cet atout et cet avantage d'avoir une électricité moins chère que les autres et qui soit complètement décarbonée, il faut continuer à soutenir le nucléaire. Et monsieur le directeur, j'en profite pour vous dire que, en effet, c'est une décision de l'État, mais si nous avons déjà engagé le travail pour accueillir cet EPR à Penly, c'est parce que le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, nous a dit la décision est prise. La décision, il sera à Penly. Le seul cas de figure qui pourrait remettre en cause, c'est que celui qui est élu à la tête de l'État l'année prochaine décide de ne plus faire de nucléaire. Donc, comme Emmanuel Macron a annoncé qu'il prendrait très courageusement la décision après l'élection présidentielle, mais ça n'est pas par hasard si le préfet de région, 6 mois après nous, en effet, a convoqué la première réunion à la préfecture à Rouen pour organiser le travail que nous avons déjà commencé à faire, mais nous y participerons volontiers. Mais ce que je dis, c'est qu'en effet, c'est une décision de l'État, Dieu merci, mais en même temps, au moins, on a su construire le consensus et le rassemblement. C'est parce que nous sommes rassemblés, avec notamment une déclaration de principe que nous avons effectuée à Caen en 2019, rassemblant les communistes jusqu'à nous, où nous avons dit « nous sommes candidats à cet EPR » parce que nous sommes rassemblés. Alors, on n'a pas Europe Écologie Les Verts avec nous, mais on a tous les autres avec nous. Et donc, le consensus politique, il est clé. En clair, ce n'est pas nous qui décidons, mais on peut empêcher. Si on commence à dire, si un président de région dit « moi, je suis contre le nucléaire », je peux vous dire tout de suite, c'est qu'EDF ne va pas installer son EPR à Penly. Mais derrière ça, il y a quand même un sujet qui a été rappelé. C'est que pour l'enjeu, pour la région, et les Monchois le savent bien, c'est qu'un EPR, c'est 10 000 salariés. 10 000 salariés qui travaillent sur le chantier. Vous imaginez ce que ça représente en termes de construction, d'écoles, d'équipements, d'aménagement pour fournir le chantier sans être dans des moyens d'approvisionnement carbonés. Et donc, on a là un immense chantier qui doit nous occuper parce que, en clair, élection présidentielle passée, au lendemain de l'élection présidentielle, ça s'engage dans l'hypothèse où les choses se mettent en place avec un chantier qui va très vite commencer. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons aussi en commun cette histoire-là. Et je termine par le dernier point parce que il me semble clé dans cette histoire. Moi, je vous dis une chose, vous choisirez au sein de la majorité régionale, tout le monde ne soutient pas Valérie Pécresse, et tant mieux, parce que ça prouve qu'on est libre chez nous. Mais, en clair, il y a une chose que je vous demande, c'est d'être attentif à une chose. Une seule chose. C'est quelle est la méthode. Moi, j'ai toujours rêvé, et c'est vrai ce que je vous dis, je ne mens jamais, comme vous le savez, j'ai toujours rêvé d'un président de la République qui écrivait les textes, ou d'un candidat à l'élection présidentielle qui écrivait les principaux textes avant l'élection présidentielle. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron. On ne savait pas ce qu'il voulait faire. Alors, on avait 2-3 idées, le dédoublement des classes, ceci. Il avait dit, par exemple, que les lycées professionnels seraient confiés aux régions, ce qu'il n'a bien entendu pas fait. Mais au-delà de ça, sur l'éducation, par exemple, on ne savait pas grand-chose. Et sur tous les sujets, alors si on savait qu'il était européen, il a eu un projet européen qui a tellement été partagé par tous les autres pays européens qu'il n'a jamais vu le jour. Mais, en clair, on avait une vague idée, c'était le en même temps. Mais au-delà de ça, et au bout du compte, compte tenu du caractère de l'élection présidentielle, ce qui compte, c'est que les choses soient préparées en amont,
sur les sujets majeurs. Et c'est d'ailleurs un bon moyen de créer le débat. C'est-à-dire de dire aux Français, voilà, moi j'ai 5 ou 6 priorités, on les connaît, la lutte contre l'immigration irrégulière, la lutte contre le séparatisme, la question de l'école, la décentralisation, etc. Eh bien les textes, je vais vous les écrire. Je vais vous les écrire avec des équipes, alors on les modifiera peut-être à la marge quand on aura la chance d'avoir toute la technocratie qui nous permettra éventuellement de corriger 1 ou 2 points, parce qu'on peut aussi profiter de l'administration où il y a beaucoup de compétences. Mais je vais vous écrire les textes, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lendemain de l'élection, il n'y a plus qu'à les passer au Conseil d'État et au Conseil des ministres, les faire voter par le Parlement et de pouvoir les mettre en œuvre immédiatement. Si vous dites « oui, je vais faire ça », il se passe entre le moment où vous le décidez et le moment où vous faites passer au Parlement, il se passe 1 an si vous n'avez rien écrit avant. Et moi qui suis malheureusement plus vieux que la plupart d'entre vous, je viens de prendre 60 ans, c'est pour ça que je le dis, ouais, bah oui, bah écoutez, je fais un échange au standard, si vous voulez. Il y en a d'autres qui ont pris aussi 1 an de plus il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai le souvenir, je commençais ma vie de fonctionnaire, qui était 1986. En 1986, il y a eu 6 mois où le Parlement a siégé jour et nuit. On a adopté des lois en plein mois d'août. Et des textes qui étaient des textes clés. La loi de 1948 sur le logement, qui était un totem complet de la gauche. La fin du contrôle des prix et du contrôle des changes. La fin des prix administrés. On a oublié qu'on a vécu dans ce monde-là. Eh bien, tout ça, ça a été adopté en quelques semaines parce que tout avait été préparé en amont. Et je trouve que donc l'intuition qui consiste à dire il faut que les textes soient préparés en amont pour que les Français sachent ce qu'on va faire et surtout pouvoir immédiatement mettre en œuvre, c'est stratégique parce que comme on est dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure, il est évident que si vous ne profitez pas des premiers mois, c'est cuit. Et donc, j'aime cette idée-là et elle me plaît. Et je l'aime parce qu'elle permet aux Français de clairement savoir quelle est la couleur qu'on affiche. Donc voilà pourquoi j'avais proposé à Valérie de revenir cette année, après être venue l'année dernière sous un temps aussi clément. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est qu'on soit rassemblés. On n'a pas d'autre solution que celle-là. Si nous n'avons pas qu'un seul candidat à l'élection présidentielle, c'est mort de chez mort. Et donc ce qu'il faut, et j'en appelle à la raison, c'est trouver un moyen et un modèle permettant qu'au bout du compte, il n'y ait qu'un seul candidat. Ça ne peut pas être autrement. Ce seul candidat, il faut trouver un moyen de départage. Soit il y a quelqu'un qui s'impose. Très bien. Honnêtement, vous n'êtes pas tous d'accord avec moi, mais si Nicolas Sarkozy avait dit « voilà, je suis un nouveau candidat », je pense que les choses auraient été rapidement écrites. Je pense même qu'à une époque, il y a 1 an, François Baroin aurait fait la même chose. C'était à peu près pareil. Je sais que tu n'es pas d'accord, Claire, mais je te le dis quand même, ma chérie. Et donc, il y avait un temps où les choses pouvaient encore s'écrire autrement. Mais il n'empêche que maintenant, on est à 2 mois ou à 3 mois. Et qu'on ne peut pas attendre janvier, ça n'a pas de sens. Il faut que le choix soit fait avant. Et le choix, il doit se faire par un modèle. Alors, soit il y a quelqu'un qui s'impose, mais aujourd'hui, personne ne peut considérer qu'il est l'héritier du général de Gaulle et qu'il a écrit le discours de Bayeux. Et donc, en clair, face à cela, moi, je n'avais pour l'instant vu qu'un seul modèle, c'est la question de la primaire. Alors, j'entends bien ceux qui disent on pourrait faire des sondages, des enquêtes d'opinion. J'en profite pour vous rappeler quand même une chose, c'est que vous avez un président de région et une majorité régionale
qui, la veille des élections régionales, dernier sondage de mon copain Frédéric Dabi de l'IFOP, nous donnait 31% quand le Front National était à 30%. Au bout du compte, ils sont fait 20 et des brouettes, et nous, on a fait 36, 38. Bon, donc si on peut se fier un tant soit peu à un sondage, vous me faites signe. Absolument pas. Donc je le dis, il faut ensuite qu'on ait un élan. On n'a pas perdu l'élection présidentielle parce qu'on a fait une primaire. On a perdu l'élection présidentielle parce qu'on a un candidat dont on ne connaissait pas les quelques problématiques et quelques travers. Merci Hubert. Et donc, en clair, on avait su créer la dynamique. Alors je sais bien que les Républicains, l'organisation partisane est différente, que c'est plus difficile de mobiliser, etc. Mais très franchement, je suis convaincu, moi j'ai encore en souvenir cette primaire de 2017 à la mairie d'Épeignes. Je tenais le bureau de vote. Étaient venus voter des centaines de personnes. Je n'imaginais même pas, je suis né dans le village, j'en ai été maire pendant 20 ans. Je n'imaginais même pas que ceux qui passaient le pas de la porte étaient des électeurs de droite ou du centre droit. Et donc on a découvert des hommes et des femmes qui avaient envie de s'engager dans cette histoire-là. Et donc en clair, moi je continue à penser que c'est une primaire qui doit être le moyen de départager nos compatriotes et une primaire ouverte à tout le monde, où tout le monde doit participer. Bien, tout le monde, j'entends tous les candidats, vous m'avez compris. Voilà. Et donc, voilà ce que je crois. Voilà ce que je crois, c'est qu'il nous faut un seul ou une seule candidate. Et ce qu'il nous faut, c'est un projet politique qui soit capable de dire aux Français qu'on va changer de braquet. Parce que très franchement, je voulais le dire tout à l'heure et puis j'ai oublié, mais je vous le dis maintenant. Très franchement, j'ai écouté le discours de Marseille. Je me suis dit décidément, cette République, et la démocratie, elle est tout de même contournée, dévoyée dans cette histoire. J'écoutais le chef de l'État parce que je devais passer sur BFM et donc je m'étais branché quelques minutes avant pour écouter. Et comme son discours a traîné, je suis passé à la trappe. Donc j'ai écouté jusqu'au bout. Et il y avait quelque chose qui me gênait dans cette histoire-là. Et je me suis longtemps interrogé sur ce qui me gênait, parce que je me disais, je suis Marseillais, j'entends le chef de l'État arriver avec des milliards, j'en profite pour dire qu'en clair, il faut être irresponsable et avoir foutu la commune et la métropole à poil pour pouvoir bénéficier du soutien de l'État. J'ai envie de dire que nous qui réclamons simplement 50 millions d'euros supplémentaires pour nos universités pour être traités comme les autres, il va falloir qu'on trouve d'autres moyens pour gérer notre collectivité. Mais au bout du compte, au-delà de ça, je me disais, alors des tramways, l'automatisation du métro, enfin il y a tout. Bon. Alors bien entendu, tout ça sur une échelle de temps qui n'est même pas évoquée, parce que entre le moment où vous annoncez que vous allez faire ça et le moment où ça se fait, il se passe 10 ans ou 15 ans. Donc, mais enfin bon, c'est pas le sujet. Mais je sais ce qui me gênait. Et au bout du compte, je l'ai trouvé 24 ou 48 heures après. Ce qui me gênait de façon gigantesque sur cette histoire, ce n'est pas le seul fait de le faire juste 5 mois avant l'élection présidentielle avec le pupitre de l'élection présidentielle. Ce qui me gênait le plus, c'est qu'au bout du compte, on est dans un monde inversé. Celui qui devait faire ce discours, mesdames et messieurs, c'est le maire de Marseille ou le président de la métropole. En fait, c'est lui qui doit faire le discours. Je pensais à l'exemple que nous avons, assez comparable, mais tellement plus modeste, bien entendu, qui est ce que nous faisons à Domfront, Jean-Claude, où je suis allé, j'ai appelé le maire de Domfront en disant on a une pépite médiévale gigantesque et on va essayer de vous aider à bâtir un haut lieu du tourisme médiéval à Domfront. Et on va y mettre toute la puissance financière de la région. Rien à voir avec ce que fait, bien sûr, l'État. Mais j'ai appelé le maire, et ensuite c'est devenu son projet. Et c'est la région qui décide de le financer très massivement pour mener ce projet de développement.
Et quand on a présenté le projet au Don-Frontais, c'est le maire qui a présenté le projet. J'étais là. J'ai dit qu'on serait là. Et là, on est dans un système tellement dévoyé qu'au bout du compte, c'est le chef de l'État qui vient expliquer aux élus ce qu'ils vont faire à Marseille. Eh bien, il faut qu'on sorte de ce modèle-là qui crée au bout du compte l'impuissance. Et donc, mesdames et messieurs, il nous faut quelqu'un de volontaire, de courageux, de pugnace. Pour moi, ça sera Valérie Pécresse pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et après, l'essentiel, c'est que, bien entendu, on soit tous rassemblés derrière le candidat qui sera désigné par nos compatriotes. Je vous remercie.